Sarah venait tout juste de s'endormir sur ma poitrine quand mon téléphone a vibré sur la table de chevet. Je me suis légèrement décalée, faisant attention à ne pas la réveiller. L'écran s'est allumé avec un message de maman. Je m'attendais à quelque chose de banal et superficiel, peut-être un rappel à propos du lait en poudre ou un lien vers un article de parentalité européen qu'elle pensait que je devrais lire, mais à la place, c'était 6 mots qui ont fendu mon monde en deux. On déménage à Barcelone. J'ai vidé le compte. Bonne chance. Je n'ai pas bougé. Pas pendant une minute entière. Mon corps s'est engourdi avant que mon cerveau comprenne. J'ai ouvert l'application bancaire et j'ai fixé le solde du compte familial partagé qui nous appartenait à tous. Le même compte auquel on avait tous contribué, maman, papa et moi, pour les urgences, l'aide mutuelle, la convalescence de Brianny. Ils avaient pris chaque centime. Pas de numéro de contact. Même pas un post-scriptum. Ma respiration s'est bloquée, courte et douloureuse. Sarah a remué, ses petits doigts se repliant près de ma clavicule. Elle était chaude, confiante, totalement inconsciente que 2 personnes dont elle ne se souviendrait jamais venaient de prendre une décision qui allait façonner toute sa vie. J'ai posé mes lèvres sur son front et chuchoté. Merci pour l'avertissement. Il n'avait même pas attendu la fin du week-end. J'étais censée m'occuper d'elle pendant que Brianny se reposait après sa supposée crise à Berlin. Personne n'avait dit combien de temps cela durerait, ni que cela s'accompagnait d'un acte de disparition et d'un sabotage financier. Mais en même temps, avec eux, rien n'était jamais clairement indiqué. J'ai déposé Sarah doucement dans le berceau portatif, sa respiration paisible, ses joues encore rosées de sommeil. Puis je me suis levée et dirigée vers la cuisine, là où je gardais les dossiers papier, ceux que maman s'amusait toujours à tourner en ridicule. J'ai sorti le dernier relevé bancaire. Il indiquait plus de 18 000 $ il y a 2 semaines. J'ai essayé de les appeler, bien sûr. Messagerie directe. J'ai envoyé un message à Brianny lu, mais sans réponse. Ma poitrine me faisait mal, non pas de panique, mais d'autre chose de plus lourd, la lucidité. Évidemment qu'il ferait ça. Évidemment que j'étais celle qu'on laisserait avec l'enfant, les dettes, le silence. Le frigo bourdonnait doucement derrière moi alors que je m'adossais au plan de travail et regardais autour. Biberon, couche, sa gigoteuse rose encore chaude dans le panier à linge. Tout ce qui appartenait à quelqu'un d'autre m'appartenait maintenant par défaut. Le matin venu, je commencerai à organiser le planning de Sarah et à me renseigner sur la tutelle légale. Mais pour l'instant, je me suis simplement assise à côté d'elle et je l'ai regardée dormir, le poids de tout cela pressant contre mes côtes, parce qu'au fond, je savais déjà qu'il ne reviendrait pas. Ni pour elle. Ni pour moi. Le pire, c'est que je n'aurais même pas dû être surprise. Être la personne fiable commence si doucement qu'on ne remarque même pas la laisse qui se forme. C'est aller chercher Brianny au cours de danse parce que maman a une échéance, même si j'avais une réunion au club. C'est plier les chemises de papa parce que Brianny se laisse distraire, et ensuite voir sa distraction devenir une récompense. Je pensais être utile. Je croyais que le fait d'être fiable me rendait précieuse. Mais, fiable, est devenu invisible. Brianny, c'était le feu et le drame, des larmes sur les parkings, des poèmes griffonnés sur des serviettes, une douzaine de cursus abandonnés avant de s'arrêter sur l'anthropologie spirituelle. Les gens l'adoraient parce qu'elle était chaotique, lumineuse, et impossible à rendre responsable de quoi que ce soit. Mes parents l'aimaient comme si elle était un cristal rare, même quand elle brisait tout autour d'elle. Et moi, j'étais l'étagère. Ils appelaient le compte familial un filet de sécurité commun. Des contributions venant de l'activité secondaire de maman, des conférences de papa, de mes missions freelance. C'était né après le 2e séjour de Brianny à l'hôpital, au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de soutien. Je me souviens de cette formulation exacte, quelqu'un d'autre. Pas Brianny. Pas encore. Quelqu'un d'autre. Mais moi, je n'ai jamais été quelqu'un d'autre. J'étais le système de secours. La première fois que Brianny a vidé le compte, c'était pour une retraite dans les Catskills. Transformatrice, disait-elle. La 2e fois, c'était un déménagement raté à Los Angeles pour écrire des mémoires qu'elle n'a jamais commanditées. On m'a dit que je ne devais pas être aussi rigide avec l'argent, que Brianny était, en train de devenir quelqu'un. Pendant ce temps, je colmatais les trous de mon assurance auto et repoussais l'achat de nouvelles lunettes depuis 2 ans. Et nous y voilà. Il m'avait laissé avec sa fille, vidé le compte, et s'était installé à Barcelone comme s'il s'agissait d'un congé sabbatique en retard. Le silence après ce message n'était pas seulement cruel. C'était une révélation. Il n'avait jamais eu l'intention de revenir ni pour aider,
ni pour répondre, même pas pour vérifier comment ça allait. Je me suis assise sur le canapé, la pièce assombrie autour de moi, Sarah gazouillant doucement dans son sommeil. Je me suis souvenue de la dernière fois que ma mère était venue dans cet appartement. Elle avait froncé les sourcils en voyant ma tasse ébréchée et dit « Tu n'as toujours pas de vaisselle assortie ?» Elle n'a rien dit sur les carreaux faits main que j'avais posés dans la salle de bain ni sur les photos encadrées que j'avais restaurées pour la société historique. Juste la vaisselle. Évidemment, elle était partie sans dire au revoir. C'est ce qu'elle a toujours été. C'est ce qu'ils ont tous toujours été. J'étais la fille discrète, la stable. Et les gens stables, on ne pense pas qu'ils aient besoin d'être prévenus. Mais Sarah, elle, aura besoin de plus que ce qu'ont jamais donné. Et j'étais la seule à devoir comprendre comment lui donner ce plus. Au 4e jour, mon corps avait appris à fonctionner par tranches de 2 heures. Le sommeil de Sarah était une équation impossible, 3 siestes de 40 minutes ou un long cri de 2 heures à 4 heures du matin. Ses poumons étaient impressionnants. Mes nerfs, eux, étaient à vif. Je travaillais par bribes, éditant des notes de bas de page pour une revue d'histoire régionale pendant qu'elle dormait sur une serviette pliée à côté de mon ordinateur. Le client m'avait envoyé 2 relances concernant le délai. J'ai menti et dit que c'était à cause d'une urgence familiale. Cela semblait ridiculement insuffisant. Chaque biberon était une négociation. Chaque couche, une course. Je la berçais jusqu'à en avoir mal au bras, puis je la balançais en écoutant des podcasts avec mes écouteurs juste pour rester éveillée. Il y avait des moments courts où elle me souriait, ses gencives à découvert, et cela me semblait être de l'oxygène pur. Puis elle criait à nouveau, et j'avais l'impression de disparaître dans le papier peint. Des amis m'envoyaient des textos, un même par-ci par-là. Personne ne venait. J'ai appelé Briani 2 fois, laissé un message vocal. J'ai même rédigé un 3e message lui demandant directement quand elle comptait revenir. Je ne l'ai pas envoyé. À quoi bon? Le jeudi matin, après une nuit passée à arpenter le sol avec Sarah attachée contre ma poitrine, hurlant contre mon cou, j'ai ouvert la porte pour récupérer le courrier et trouver une petite boîte en plastique sur le paillasson, encore tiède. Un mot écrit en minuscule cursive. Tu en fais déjà plus qu'assez. J'ai regardé en face. Les rideaux de Madame Aru ont légèrement bougé. Elle était à la retraite, vivait seule, lisait des romans policiers fenêtres ouvertes. On ne s'était parlé qu'une seule fois auparavant, à propos du ramassage des ordures. Plus tard cet après-midi-là, elle a frappé doucement et m'a tendu un couvre-lit plié. Je l'ai fait pour un lit de la mauvaise taille, a-t-elle dit, d'une voix calme, comme s'il s'agissait d'une affaire formelle. Je l'ai remerciée. Elle n'a pas demandé à entrer. Elle n'est pas restée. C'était la première fois en plusieurs jours que quelqu'un me voyait. Ce soir-là, je me suis assise à la lueur de la lumière de la cuisine, tenant Sarah d'une main et mangeant une soupe réchauffée de l'autre. Mes bras étaient fatigués, ma poitrine plus lourde que la faim ne pouvait l'expliquer. Mais pour la première fois de la semaine, je ne me sentais pas complètement seule. Le lendemain matin, je suis partie à la recherche du vieux classeur où mes parents gardaient leurs documents juridiques. Je n'avais pas mis les pieds dans leur maison depuis leur départ. Elle sentait toujours le cirage au citron et l'excès de confiance. Je me suis dit que j'y allais juste pour récupérer la dernière boîte de lait en poudre ou peut-être retrouver un vieux berceau dans le grenier, mais je savais ce que je cherchais vraiment. Des réponses? Ou des preuves? Sarah dormait dans le porte-bébé fixé à ma poitrine pendant que je fouillais la cuisine, ouvrant les tiroirs du bout des doigts. Le frigo était vide, sauf pour un pot de confiture de figues importées et une demi-bouteille de Prosecco. Les placards aussi étaient propres stériles, comme seuls les gens qui n'ont aucune intention de revenir les laissent. Dans le tiroir du bas, sous une pile de courriers indésirables et un tire-bouchon cassé, j'ai trouvé un vieux dossier vert étiqueté « Espagne ». À l'intérieur, des itinéraires de voyage imprimés remontant à 6 mois. Vol, bail d'appartement, carte SIM internationale pour Barcelone déjà activée. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas émotionnel. C'était orchestré. Derrière les itinéraires se trouvait un formulaire notarié. Mon nom, mon adresse, ma signature copiée depuis un ancien bail. Procuration de tutelle pour Sarah Quinn, 6 mois, transférée à Danica pour une durée indéterminée. J'ai posé mon pouce sur le papier, essayant de comprendre l'ampleur de ce que je lisais. Ils avaient fait de moi sa tutrice légale sans jamais me le demander, sans aucune discussion, sans même faire semblant de me laisser le choix. Rangée à l'arrière du dossier, une copie imprimée d'un relevé bancaire. Le compte familial, daté de 2 semaines avant leur disparition. Un retrait, 21 600 $. Destination, Meridian Trust, division internationale privée.
Même pas une banque américaine. Ils avaient transféré l'argent à l'étranger. Je me suis assise à leur table de cuisine, la même table où ils organisaient autrefois des dîners de professeurs et me corrigeaient la posture, et j'ai fixé les chiffres. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû vouloir tout casser. Mais tout ce que je ressentais, c'était du calme. Ce n'était pas une erreur. C'était un échange. Ils avaient choisi la liberté, et ils m'avaient laissé Sarah en guise d'excuse. Une poêle sur le comptoir portait encore l'étiquette d'une boutique de Portland, $240. Ils l'avaient laissée là, elle aussi. J'ai plié les documents et les ai glissés dans mon sac. Puis j'ai regardé la pièce une dernière fois, comme si je m'attendais à entendre leur voix résonner contre les murs. Mais c'était calme. Et le silence ne s'est pas excusé. De retour chez moi, j'ai couché Sarah, ouvert mon ordinateur portable, et tapé. Comment déposer une demande de tutelle d'urgence en Virginie? Je m'attendais à ce que le bureau d'aide juridique soit stérile et débordé. D'une certaine manière, il l'était. La salle d'attente bourdonnait sous les néons, et la réceptionniste ne leva presque pas les yeux de son clavier. Mais lorsqu'Efrain Rhodes entra dans la pièce, cravate légèrement de travers, manches retroussées, il me salua comme une personne, pas comme un dossier. Rien que ça m'a presque fait craquer. Je lui ai montré les documents que j'avais trouvés. La procuration, le relevé bancaire, les itinéraires imprimés. Il les a lus lentement, tapotant les pages une fois avant de parler. « Ils ne vous ont pas prévenu ?» demanda-t-il. « Non. Ils sont juste partis. » Il hocha la tête, la mâchoire crispée. « Alors ce n'est pas simplement un transfert de tutelle. C'est potentiellement un abandon financier voire une fraude, selon la façon dont les fonds ont été classifiés. » Il m'expliqua que même si la procuration était techniquement légale, la tromperie autour ne l'était pas. Si nous pouvions prouver qu'ils avaient délibérément voulu se décharger de leurs responsabilités sans consentement, ou qu'ils avaient sciemment détourné des fonds partagés, nous avions de quoi contester à la fois l'accord de garde et la traçabilité de l'argent. Je lui ai demandé à quoi ressemblait la procédure. Il m'a dit que ce serait lent, pénible, difficile. Je lui ai répondu que je ne dormais déjà plus depuis des semaines. Une ascension de plus, qu'est-ce que ça change? Cet après-midi-là, j'ai commencé à tout répertorier. Reçu, capture d'écran, ancien message de Brianny me demandant de l'aider, pour le week-end, le message de ma mère à propos de l'argent. J'ai compilé un tableau. J'ai imprimé des copies, je les ai étiquetées. Ça paraissait obsessionnel, mais c'était aussi comme construire quelque chose, page après page. 2 jours plus tard, Brianny a enfin appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je voulais avoir sa voix sur enregistrement. Et Danica, dit-elle, le ton sec. Tu avais accepté. Non. Tu m'as dit que tu avais besoin d'aide pour un week-end. Pas pour toujours. Silence au bout du fil, puis un rire. Sec, condescendant. Tu dramatises toujours tout. J'ai appuyé sur enregistrer sur mon 2e téléphone. Tu crois qu'ils t'ont abandonné? Grandis un peu. Ils en ont fini de te porter. J'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai gardé ma voix stable. Ils ne me portaient pas. Ils se cachaient derrière moi. Tu es ridicule, claqua-t-elle. C'est fini. Tu ne nous feras pas peur avec tes menaces légales. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence remplir l'espace. Elle a raccroché. J'ai étiqueté l'enregistrement et les sauvegardé 2 fois. Ce soir-là, Sarah avait une petite fièvre. Je l'ai gardée contre ma poitrine, sa respiration chaude et irrégulière, regardant le plafond vibrer sous la lumière de la rue. Je ne me sentais pas forte. Je ne me sentais pas vengée. Mais je n'avais plus peur d'eux. Le lendemain matin, j'ai appelé Efrain et lui ai dit que j'avais quelque chose qu'il devait entendre. Le message est arrivé un dimanche matin, juste au moment où je réchauffais un biberon. Nous rentrons. Nous voulons la voir. Aucune excuse, aucune explication, juste une déclaration, comme s'il revenait chercher une valise oubliée. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Sandra, avec son foulard hors de prix, Talbot avec ses lunettes de soleil posées sur la tête comme une couronne. Ils avaient l'air bronzés et reposés, le genre de repos que seules les personnes sans responsabilité peuvent vraiment atteindre. J'ai ouvert la porte juste assez pour que leurs intentions s'arrêtent au seuil. « Tu as l'air fatigué », dit Sandra en me bousculant pour entrer. « Tu travailles encore ce petit boulot à temps partiel ?» Talbot l'a suivi, bras croisés, les yeux déjà en train de scruter l'appartement. « On a été surpris que tu ne nous appelles pas plus tôt. On pensait que tu aurais des questions. »
Mais j'imagine que tout le monde n'est pas fait pour être parent. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés parler. Sandra s'est approchée de Sarah, qui était dans sa chaise haute, mâchonnant un morceau de banane. Elle cliqua de la langue, désapprobatrice. Là, elle tient mal son dos. Tu devrais faire plus souvent du temps sur le ventre. Je me suis tournée complètement vers eux. J'ai déposé une demande de garde exclusive il y a 3 semaines. Ils se sont figés. Et j'ai soumis la documentation des virements bancaires, de la procuration falsifiée, et de votre échec à me notifier votre départ à l'étranger. J'ai aussi des enregistrements d'appels avec Briani confirmant que je n'ai jamais accepté une garde à long terme. La mâchoire de Talbot se crispa. Et Danica, pas la peine d'en venir là. Sandra fit un pas en avant. Ne rendons pas ça laid. C'est déjà laid, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant que ça ne l'était pas. Ils ne dirent plus un mot pendant un long moment. L'expression de Sandra se durcit, ses yeux perçants remplis de ce froid calcul que j'avais vu toute ma vie. Talbot soupira, jouant la déception comme s'il récitait un monologue appris par cœur. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on parte, murmura-t-il. J'ai hoché la tête et ouvert la porte. Sandra se retourna en sortant. « Tu as toujours eu un don pour le mélodrame. Je ne pensais juste pas que tu irais jusqu'à y mêler un bébé. » Je ne répondis pas. Je ne sciais pas. Je refermai doucement la porte, tournai la clé, et expirai. Sarah laissa tomber sa banane par terre et applaudit joyeusement. Cet après-midi-là, Ephraim appela pour confirmer que notre audience avait été avancée. La salle d'audience sentait la poussière et le cirage à bois, et tout paraissait trop lumineux. Ephraim marchait avec une certitude tranquille, tenant notre classeur comme s'il s'agissait d'un évangile. Je m'assis à côté de lui, les mains croisées, observant les yeux du juge plus que ceux de mes parents. Sandra et Talbot arrivèrent avec 10 minutes de retard. Briani ne se présenta jamais. Ephraim commença par la chronologie. Il présenta les documents notariés, les plans de voyage datés de plusieurs mois, les relevés bancaires montrant que les fonds avaient été vidés et transférés à l'étranger. Puis il sortit les enregistrements, la voix de Briani, froide et distante, confirmant que je n'avais jamais accepté d'être la tutrice. Il remit au juge une transcription imprimée. Sandra se racla la gorge plusieurs fois. Talbot esquissa quelques sourires. Ils ne nièrent pas les preuves. Ils tentèrent de les recadrer. « Ma fille a tendance à exagérer, » dit Sandra d'une voix douce. Elle est très stressée. Prendre soin d'un enfant, surtout quand ce n'est pas le sien, éveille forcément des émotions. Le juge ne broncha pas. « J'ai examiné la documentation, » dit-elle d'une voix égale. Ce qui m'inquiète, ce n'est pas seulement l'abandon, mais la nature stratégique du transfert. Madame Quinn a été trompée et laissée sans aucun soutien, ni financier, ni émotionnel. Elle fit une pause, regarda mes parents droit dans les yeux. J'accorde la garde légale complète à Madame Quinn. Le compte offshore sera gelé en attendant un examen. Toute visite de Sandra ou Talbot Quinn devra être supervisée et approuvée à l'avance. Sandra ouvrit la bouche. Le juge leva la main. L'audience est terminée. Dehors, le vent s'était levé. Sandra m'arrêta au bas des marches du tribunal. « Tu as toujours été jalouse de Briani, » dit-elle d'une voix basse et tranchante. « Même enfant. Tu n'attendais qu'une occasion de nous punir de l'avoir aimé plus. » Je la regardai sans répondre. Elle tourna les talons, ses chaussures claquant sur les marches, Talbot la suivant sans dire un mot. Je rejoignis le parking où Sarah m'attendait avec Madame Aru, qui était venue sans qu'on le lui demande. Le bébé éclata de rire en me voyant, les bras tendus vers moi. Ce soir-là, tandis que je la berçais pour l'endormir, je réalisais que je ne ressentais pas du soulagement, juste un étrange silence creux, comme la fin d'un écho interminable. Le lendemain matin, j'ouvris mes mails et vis un message urgent d'Ephraim. Aujourd'hui, le four ronronne doucement, régulier et chaud. Je le garde en marche à basse température presque tous les matins pendant que Sarah joue sur un tapis matelassé à quelques mètres. Le berceau que j'ai fabriqué avec des lattes de pain usées repose près de l'étagère au bol fini. Elle y fait parfois la sieste, les doigts enroulés autour d'une poupée de tissu cousu à la main par Madame Aru. Mes mains sont de nouveau dans la terre. Le tour tourne à nouveau. J'ouvre l'atelier 2 jours par semaine, 3 quand Sarah est calme. Les commandes sont lentes mais constantes. Le café du coin a renouvelé son stock de mugs avec mes pièces le mois dernier, et une étudiante veut un service personnalisé pour son expo de fin d'études. Je prends ce qui vient, et je laisse partir le reste. Madame Aru passe chaque vendredi avec des biscuits à l'avoine emballés dans du papier ciré. Elle ne reste jamais longtemps, juste un petit coucou et une pression douce sur mon bras avant de s'éloigner sur le trottoir.
Sa présence est une forme de guérison, discrète, fiable, à l'opposé de ce que j'avais appris à attendre des adultes. Parfois, je me réveille encore en m'attendant à un nouveau message, un nouveau rebondissement dans cette histoire, mais cela fait des mois et le silence est devenu quelque chose que je peux supporter. Les démarches légales sont presque terminées. Le compte est toujours gelé. Aucune nouvelle de Briani. J'ai cessé d'attendre. La semaine dernière, Sarah a fait ses premiers pas entre la table de travail et la porte. Elle est tombée après le 3e, puis elle a ri comme si c'était un jeu. J'ai ri aussi, puis j'ai pleuré seule dans la cuisine après qu'elle se soit endormie. Pas de tristesse, juste parce que c'est moi qui l'ai vue. Hier, j'ai écrit une lettre à Briani non pas par obligation, mais pour fermer la boucle. Je n'ai pas dit grand-chose. Sarah est en sécurité, et j'écris. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas mis d'adresse de retour. Ce matin, en ouvrant l'atelier et en enfonçant mes doigts dans l'argile humide, j'ai regardé le petit berceau à côté de moi, le bol minuscule marqué de son empreinte, les traînées de farine encore visibles au sol depuis sa tentative de pâtisserie d'hier. Ils m'ont laissé derrière pour pouvoir fuir. Mais moi, je suis restée. Et j'ai construit quelque chose.